On est de retour au Japan Tour Festival 2025. Je suis accompagné de Pandora. J'espère que tu vas bien, Pandora. Tu viens de passer déjà 1h30 dans cette chaleur sur ce plateau. Mais on continue. Il fait toujours chaud et on reçoit sur le plateau Sébastien Thibaudeau. Bonjour. Et je regarde si je n'écorche pas les noms. Nathanaël Braun. Exactement. Ouais. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et on va parler avec cette ambiance sonore traditionnelle japonaise de Miraculous parce que vous êtes tous les deux, vous avez des rôles dans cette production qui est Miraculous. Sébastien, pour ta part, tu es, si je me trompe pas, derrière l'écriture, c'est ça, derrière l'écriture. Alors tu vas nous raconter tout ça parce que nous on n'y connaît pas grand chose. Hein. Et toi, Nathanaël, c'est plutôt le côté artistique. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et ben je vous laisse tout de suite la main. Tiens, Nathanaël, je te laisse la main. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment t'es arrivé chez Miraculous Corp, enfin tout le, avec je crois que c'était Zag Entertainment, etc. Comment t'es arrivé là et quel est ton rôle aujourd'hui? Alors l'histoire elle a commencé il y a 15 ans. Moi je connaissais Thomas Astruc, le créateur de la série depuis très longtemps. On bossait ensemble dans plein de productions dans l'animation française et en fait ça va être compliqué. Ça va être très dur, ouais. Hein et il avait ça dure 30 minutes, donc faut qu'on fasse abstraction. Il avait déjà développé des petits, ce projet via des petits post-it en fait. Ok. Le debug est né sur un post-it. Il avait quel âge Thomas quand il a pensé? On avait une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Ok. Ouais, à peu près. Ok. Et ensuite après on a montré ce projet-là à Jérémy Zag, le producteur. Et à partir de là tout a commencé quoi. Ok. Et donc Thomas est donc le créateur et a vraiment s'est occupé de la narration après avec Seb qui arrivait très très vite. Ok. Et puis moi je me suis vraiment occupé de la direction artistique, c'est-à-dire vraiment les personnages, les décors, l'image quoi. Voilà, la facture de l'image. C'est-à-dire que quand tu as les post-it là chez Thomas avec Ladybug, etc., ça ressemble pas encore à la touche que toi tu vas lui apporter? Non. Ok. Il y avait déjà en gros le costume qui était déjà planté. Chat Noir était vraiment radicalement différent, c'était un homme costumé entièrement en noir, cagoulé. Et donc voilà, je me suis basé dessus et après j'ai mis ma patte quoi. Ok. Voilà. De ton côté, Sébastien. Oui. Tu étais parti dans un concert, j'ai l'impression. Et j'adore, c'est vachement simple pour parler. Et bravo. C'est comme un test, tu sais, quand on te met un casque avec quelque chose dedans et tu dois parler normalement. Pas facile. Je vais essayer de me concentrer. Alors du coup, toi, comment ça s'est passé? Alors, il a dit je suis arrivé très vite. T'es arrivé très vite. Ça veut dire je suis arrivé en courant. T'es arrivé en courant, t'as dit je vais écrire les gars. Non, quand je suis arrivé, c'était en 2011. 2011, ouais. Je suis arrivé chez Zaktoon en fait sur une autre série. Et comme ça s'est très bien passé, Jérémy me dit très rapidement, il me dit tiens j'ai un projet qui s'appelle Ladybug et j'arrive pas à le vendre. Ok. Et il me dit je comprends pas pourquoi. Il me dit j'adore mais j'arrive pas à le vendre. Donc il y avait effectivement déjà les visuels impressionnants de Nat. Et il y avait un document de Bible. C'est le document où il y a le concept, etc. Et c'était très bien. Mais comme je lui dis à cette époque, je lui dis c'est plus pour des adultes. Ouais. Et donc comme Jérémy essayait de faire du dessin animé et à ce moment-là en France pour être financé, en fait c'est pas l'animation adulte qui est financée par des chaînes comme TF1, Disney, c'est plutôt des dessins animés pour les enfants. Et donc je lis le document, je lui dis bah oui ça c'est pas possible, c'est normal que tu le vendes pas. Et à partir de là je lui dis moi je vois comment le transformer pour que ça devienne une série familiale. Ok, t'avais déjà une expérience là-dedans, t'avais déjà travaillé dans des programmes jeunesse? Alors dans les programmes jeunesse très peu, à part avec Jérémy au début sur une autre série auparavant, mais je venais du live. D'accord. Et en fait j'avais un regard sur l'écriture qui n'était pas formaté, si vous voulez, animation telle qu'on peut l'avoir en France, où on ne pense qu'à des tout petits enfants et on ne pense pas familial pour la télévision. On pense familial pour le dessin animé au cinéma, mais pas forcément à la télé. Et je lui dis, bah, faisons ça en fait. Parce que moi je suis un papa, Nat est un papa, Jérémy aussi, et on se dit, nous ce qu'on a envie, c'est d'écrire des choses déjà qu'on a envie de regarder. Et puis si en plus on peut partager un moment avec nos enfants, c'est l'idéal. Et donc on se dit tous ensemble, on a envie de faire ça. En fait, on aime le cinéma, on a une ambition artistique. Et donc on se lance là-dedans. Et effectivement, je commence à travailler avec Thomas sur le développement de Miraculous. Avec au début TF1 et petit à petit Disney qui va arriver. La Toei qui existe aussi déjà à ce moment-là. Okay. Et donc on travaille d'arrache-pied. Ça va durer 2-3 ans où on va écrire, on va développer. Jusqu'à arriver, pour vous le faire court, je ne vais pas faire toutes les étapes, pour arriver à la série que vous avez aujourd'hui, en tout cas la saison 1 que vous avez vue,
où on va mettre en place une écriture un peu classique au début, où on y va sur un peu quelque chose de formula show. Et puis plus on va avancer, plus en fait on a d'ambition et on se dit on va écrire une série en atelier d'écriture avec une équipe d'auteurs. Dans l'équipe de la saison 6, une partie de l'équipe est là aujourd'hui. Manu, Caroline, Pierre, Camélia et Chloé sont pas là mais on pense à elles. Et en fait on va écrire avec beaucoup d'ambition, avec l'ambition de faire quelque chose qui va durer longtemps. Et où sont cachés des secrets, des petites choses. Ok, des, on pense à la suite, on pense à l'intégralité du truc. Ouais. En fait, quand on commence à écrire, on fait comme pour un film. On se dit, ok, qu'est-ce qu'on veut raconter Ouais, d'accord. et comment on veut que ça se termine si ça se terminait un jour. Ok. Voilà. Ok. Parce que là, aujourd'hui, moi j'ai noté, vous allez peut-être me contredire, 6 saisons, 139 épisodes, avec 4 téléfilms et un film au ciné. On en est là. C'est énorme. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est... Alors, côté écriture, j'arrive à me projeter, on doit toujours écrire. Côté direction artistique, une fois que toi, tu as posé les bases au début, ça va consister en quoi la direction artistique? C'est garder une ligne cohérente jusqu'au bout, faire évoluer des choses? C'est exactement ça, c'est vraiment tenir la ligne artistique, quoi. Et après, c'est à travers chaque épisode, c'est par exemple, à chaque épisode, il y a un personnage qui est akumatisé, qui va être en gros maudit par le méchant et être transformé en super vilain. D'accord. Il faut toujours arriver à trouver un personnage qui soit dans la ligne, nouveau, imaginaire, mais dans la ligne artistique. Et puis c'est aussi la facture de l'image globale, il n'y a pas que les personnages, les décors, il y a l'image en elle-même, c'est-à-dire la lumière, la manière dont la lumière va découper un environnement, va découper les personnages. Il n'y a pas que les objets, il y a la manière dont ils sont mis en valeur, texturés et enluminés. Ok, très clair. Si je reviens sur Miraculous de manière générale, c'est vrai qu'on se rend compte, nous, d'un point de vue genre, il y a une bonne fanbase, etc. Aujourd'hui, ça représente quoi? Alors, en France, dans le monde, où est-ce que c'est diffusé? Combien de gens regardent? Comment ça se passe? Vous avez ces infos-là un petit peu? C'est partout dans le monde, je crois que partout. Alors, je sais jamais, 120 ou 150 pays. 120 ou 150 pays, je sais plus. Environ Je sais pas 120 combien il y a de pays, pays dans le monde. Je crois qu'il y a quasiment tous les pays Donc du c'est un monde. succès mondial. Ah oui, c'est totalement mondial. Je sais pas quelle est la question. Il y a trop de temps. Il y a trop de Il y a trop tambours. de tambours. Bah non, mais c'est ça, c'est pour savoir où est-ce qu'on en était. Et la question, ce sur quoi j'allais rebondir, c'est vous, est-ce que ça soit dans l'écriture, dans la direction artistique, il y a quand même la patte française. On le sent de toute façon. Déjà dans les décors, elle est hyper présente. Est-ce que dans l'écriture aussi, il y a des trucs? On se dit, ok, là, on est quand même sur de la créa française. Je sais pas s'il y a des trucs français. De toute façon, comme on vit en France, qu'on est Oui, né en France, naturellement. on grandit en France. Bon, bah, j'ai envie de te Mais dire, tu ça c'est vas pas pas un effort. chercher à Non. forcément t'adapter pour une internalisation, pour une mondialisation non, de la non, série. non. Tu l'écris comme tu l'écris pour un Ah public non, français. la seule règle de Miraculous, c'est d'écrire des bonnes histoires avec de l'émotion pour tout le monde. Et c'est tout. Et en fait, ce qui vient dedans, c'est quelque chose, à mon avis, d'universel. C'est que comme les personnages sont très personnels, on met beaucoup de nous dans les personnages, donc ça devient un truc universel. Ouais. Ça parle à tout le monde et effectivement, c'est dans des décors qui sont magnifiques. Et sans doute qu'effectivement, il y a un petit peu de French touch, sans doute. C'est l'histoire d'amour avant tout. Hein. Oui. Ça ne parle que d'amour, Miraculous. Dans la ville de l'amour. Donc ouais, s'il y a un côté français, c'est celui-là, quoi. Au niveau artistique, par contre, c'est... les gens de ma génération, on a été bercés par l'animation japonaise, par l'animation américaine, par Disney, en fait. Et nos styles, à nous tous, les artistes de 30, 40, 50 ans, là, on a un peu des styles hybrides au milieu de toutes nos influences, quoi. Donc, est-ce que c'est français? Je sais pas. Mais j'ai maté du Tintin, et j'ai maté Disney, et j'ai maté des mangas, donc... La culture infuse, quoi. Vous savez, il y a plein d'inspirations en fait qui viennent un peu de tout horizon, principalement du coup asiatique. Parce que je pense que le style d'un artiste, c'est vraiment la synthèse de ses influences. Hein. C'est pas autre chose en fait. Hein. Ça se cristallise à un moment donné, mais à la base, c'est vraiment on voit les choses qui nous marquent, on les enregistre, on les digère, et à un moment, elles ressortent malgré nous dans le dessin. Et du coup, ce qui est marrant, tu disais, Sébastien, tu disais, non, c'était plutôt Nathalie, tu disais, quand tu as rencontré Thomas, il y avait ce côté, non, c'était bien Sébastien, le côté très adulte. Ouais. Finalement, aujourd'hui, Miraculous, même si c'est un programme jeunesse, il plaît beaucoup aussi à un public plus vieux. Est-ce que c'est un truc que vous aviez anticipé? Pas du tout, c'est tombé comme ça et finalement, why not? Je pense qu'en fait, c'est sans doute parce que ça existe déjà à l'origine, en fait. Oui. Et donc tout ça doit se retrouver quelque part. Et comme en fait c'est assez universel, et
moi je trouve qu'en fait le concept en lui-même de toute façon est universel. Le fait qu'on parle des émotions et de savoir maîtriser ses émotions, de savoir les gérer. Le fait que Ladybug c'est comme une espèce de psy, une super psy qui finalement soigne les gens, leur permet en fait, comme Marinette est un ange voyageur aussi, qui en fait aide les gens à comprendre qui ils sont, à résoudre leurs problèmes. C'est assez universel et assez beau. Et après, est-ce qu'il y a dedans des choses adultes ou pas? Je sais pas. C'est sûrement qu'il y a plein de choses comme dit Nat, c'est aussi notre culture. Ouais, bien sûr. On écrit aussi ce qui nous plaît. Mais après, à la base aussi, les histoires sont compréhensibles par des petits enfants et ça, par contre, c'est quelque chose de très important pour nous. Ça reste notre cœur de cible. Faut qu'ils puissent regarder les épisodes, prendre du plaisir. Faut que tout le monde puisse regarder. Exactement. Donc, c'est super important. Est-ce que, alors, je passe dans un autre domaine complet. Quand j'ai regardé un peu vos bios, vous êtes passé dans des boîtes différentes, mais vous bossez toujours pour Miraculous. Dernièrement, c'est Miraculous Corp. Est-ce que je dois comprendre quand même que peut-être qu'au début, vous vous disiez, ok, c'est un projet peut-être parmi tant d'autres, avec la boîte de prod, etc. Et puis aujourd'hui, vraiment, ça va être Miraculous au cœur d'un système, peut-être transmédia, peut-être avec plusieurs choses. Est-ce que vous êtes amené à travailler sur d'autres choses que la série animée, etc. Est-ce que quand on fait la DA, par exemple, finalement, s'il y a un jeu, s'il y a une BD, s'il y a un machin, on doit s'assurer quand même que c'est cohérent jusqu'au bout de l'œuvre? Évidemment, ouais. Moi je travaille sur même jusqu'au bout du licensing et du merchandising. C'est-à-dire que je suis les ça, équipes. par exemple, bien sûr. faut que ça corresponde. Et c'est en plus c'est agréable de suivre un projet de l'image jusqu'à le marchand de jouets, quoi. Ouais. C'est des univers que j'aime bien, moi. J'aime bien les figurines, j'aime bien tout ça, donc c'est pas dérangeant. Après, au sein de Miraculous Corp, il y a d'autres projets qui vont arriver, qui sont soit des satellites de l'univers Miraculous, Chat Noir, Ladybug, ou voire même un petit peu excentrés. Mais après, il y a encore d'autres projets qui sont vraiment complètement différents. Miraculous Corp est une boîte qui a été qui est une fusion de Media One et de Zag. Ouais. Mais Zag continue à faire d'autres projets dans lesquels je suis aussi. Ok. Donc il n'y a pas que Miraculous, quoi. Ok, d'accord. Donc ça reste, il y a un problème. Et c'est vrai qu'on a parlé d'autres projets tout à l'heure avec Séverine notamment, de la 2D, tout ça, hyper intéressant. Du côté écriture, c'est pareil. Tu écris finalement pour tout l'univers Miraculous, peu importe le produit final. Oui, tout à fait. Oui, le cœur du travail, c'est la série qui aujourd'hui en est la saison 7 pour nous en écriture, où on est au milieu de la saison. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà une semaine sur deux en gros. Ouais. Et puis à côté, il y a tous les projets qui se développent, et qui nous prennent du temps effectivement à côté aussi, où on commence à écrire de nouveaux épisodes et à lancer par contre là d'autres équipes. Donc le travail de développement, c'est comme Nat, c'est poser en fait à chaque fois sur les nouveaux projets les fondations, et puis ensuite lancer d'autres équipes sur l'écriture de cet univers large, dont par exemple au côté éditorial avec Thomas et moi en fait on va continuer à superviser. Ouais, c'est-à-dire les arches narratives par exemple de toutes les saisons, de toutes les séries, pour en fait tout lier et qu'il y ait des passerelles entre une série et une autre en fait. Oui, c'est une fois de plus, là il y a la cohérence artistique, il y a la cohérence aussi. Exactement. Dans l'histoire, dans le scénario, Ouais. faut que ça fonctionne, faut que ça matche. Exactement, mais par exemple dans notre équipe, mon équipe éditoriale, c'est aussi de vérifier tout le temps s'il y a un livre, s'il y a même un sticker tout à l'heure. Ouais. Il y a une traduction sur un sticker, enfin, Ouais, que en fait l'univers soit cohérent et qu'il n'y ait pas de projets qui sortent, qui racontent n'importe quoi ou qui soient en dehors des valeurs de la série. On devient un peu les gardiens du temple, quoi. Oui, c'est ça. Et d'un côté, aujourd'hui, avec la fanbase qui est présente, il y a aussi... c'est une petite pression, c'est-à-dire qu'eux aussi sont là pour vérifier et vous rappeler à l'ordre si jamais vous avez oublié quelque chose. Alors malheureusement, comme on a 2-3 ans d'avance, ça sera trop tard. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire quand l'épisode sort, mais les gars, là, c'est fini, ça. Ouais, surtout que nous, on sait où on va en fait. Ouais. On a et après, soit ça plaira, soit ça plaira pas. Apparemment, pour l'instant, ce qui est chouette, c'est que ça plaît marchera bien. toujours. Mais nous, on suit les personnages en fait, et on essaie d'être le plus honnête possible avec les personnages, avec les émotions qu'on veut véhiculer à travers eux. Et on est content que ça plaise, mais je pense que c'est parce que c'est sincère et c'est honnête ce qu'on fait. Et ça vous fait plaisir, ou ça vous fait en tout cas sourire les gens qui s'emparent aussi du phénomène et qui créent leur petite fanfiction, leur petite fan-série, etc. C'est génial. Ça fait plaisir à regarder. Vraiment, moi, je trouve que créer un projet comme ça, quand on a la chance d'avoir un projet qui a du succès, c'est vraiment comme avoir des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites des enfants, vous les avez conçus,
Vous pensez que c'est vous qui avez décidé de Après, l'orientation, mais très très vite, ils prennent leur autonomie, ils deviennent des grandes personnes et après ils ont leur propre existence, quoi. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui les gens s'accaparent. Ladybug existe, elle existe, indépendamment de nous en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle a été créée. Maintenant, Comme Spider-Man. Ouais, Spider-Man existe. et partout. Et chacun se l'approprie Voilà. à sa manière. Si on revient un petit peu sur aujourd'hui, donc tu disais que vous êtes sur la saison 7. Est-ce que la manière de bosser, elle a beaucoup évolué depuis la saison 1 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que finalement les méthodes, la manière de construire les équipes, etc., ça se ressemble ou vous avez quand même restructuré les choses La saison 1 s'écrivait avec... on avait 19 scénaristes sur la saison 1. Ok, ouais. En gros, l'idée, c'était de rencontrer plein de monde. Ouais. Et les gens écrivaient des histoires et puis on se rendait compte ceux qui Ouais. matchaient en gros avec l'univers et puis ceux qui en fait n'étaient pas forcément à l'aise avec ce qu'on avait envie de faire. Et se sont démarqués naturellement certains auteurs et certaines autrices. Et en fait, dès la saison 2, j'ai mis en place des ateliers d'écriture. D'accord. Au début, Thomas venait en tant que réalisateur, et puis petit à petit, en fait, il a eu envie d'écrire, donc on l'a fait rentrer aussi dans l'atelier en tant que co-auteur. Et puis, on a vraiment de plus en plus perfectionné notre art, en fait. C'est être de plus en plus précis. Par exemple, au début, on écrivait des pitchs, et on écrivait des petits résumés, des épisodes, et aujourd'hui, quand on se retrouve en atelier, par exemple, ça dure 3 jours. Enfin, il y a un pré-atelier quand même d'une demi-journée. Et ensuite, par exemple, hier, on s'est vu avec Manuel et Chloé Paye, et on a parlé pendant une demi-journée de l'atelier de la semaine prochaine. On réfléchit à l'histoire. Donc avant, on a écrit des arches narratives, on a réfléchi. Donc moi, j'ai un tableau avec ce qu'on doit raconter. Et on s'est dit, voilà, la semaine prochaine, on fait ça. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine, 3 ou 4 jours, du matin 9h30 jusqu'au soir, des fois 1h du matin, jusqu'à ce qu'on ait fini l'épisode. Et quand on sort, la différence avec le début de la série, c'est que c'est très précis. C'est-à-dire qu'on sort, c'est quasiment le script. Il y a les dialogues, il y a toute la scénographie, c'est super calé. Là où au début, par exemple, on rendait un texte de 4 pages en sortie d'atelier. Aujourd'hui, le texte, il fait 16-17 pages. C'est très très précis. Ouais. C'est vraiment l'épisode. On s'est amélioré, on a précisé du coup l'art petit à petit. Enfin, vous avez peut-être gagné. Vous avez gagné en productivité, mais à côté de ça, vous êtes beaucoup plus exigeant peut-être sur aussi ce que vous sortez. Aussi, ouais. Quand on revoit ce qu'on faisait avant, on se dit ah ouais tiens ça aujourd'hui on se l'accepterait plus. Mais c'est cool, c'est parce qu'on a grandi aussi avec nos personnages et nos personnages sont plus exigeants avec nous aussi quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et côté DA, est-ce que, je vais te demander la même question sur l'évolution, mais est-ce que par exemple l'évolution technique peut avoir aussi un impact? Quand on fait une série qui est en 3 dimensions, la technique évolue, donc peut-être que maintenant tu as des techniques par exemple pour représenter les cheveux qui sont plus perfectionnés. Alors en fait, il y a un changement majeur en fait qui a eu lieu, c'est que les premières saisons 1, 2, 3, 4, 5 ont été faites de manière classique, sous Maya. Okay. Et voilà, avec des rendus faits sous Maya. Et ça a duré 5 ans. Ça a permis au début de faire des choses très très belles, mais très très vite, on est arrivé à une image qui maintenant paraît un peu datée. Okay. Et là, on a eu une grosse révolution sur la saison 6, puisqu'on est parti sur un autre logiciel qui s'appelle Unreal. Ok. Ah, vous êtes parti sur Unreal, on en a parlé tout à l'heure. Qui est un logiciel à la base de jeux vidéo, de temps réel. Et en fait, ça a tout changé pour la direction artistique, puisque maintenant, on a accès à l'image finale très en amont du processus de création. Excellent. Donc on peut du coup rebondir plus facilement, on a du temps pour rebondir, on a une visibilité qui est vraiment largement améliorée et ça nous permet de rentrer dans les détails et d'affiner les choses et d'avoir des images comme vous pouvez voir en saison 6 qui aujourd'hui sont largement supérieures. Parce que je vous cache pas que mon ambition, moi, c'est d'arriver à casser la frontière entre le long métrage et la série pour avoir bientôt une série qui soit aussi belle que les longs métrages, quoi. Et ce logiciel-là nous permet ça. D'accord. Et quand vous avez sorti le film, c'était déjà ça ou vous étiez encore... Non, c'était un pipe plus classique. Ouais. Mais là, l'économie d'un film, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, c'était 80 millions de budget. Un projet complètement différent avec une équipe. On a 1000 fois plus de temps, 1000 fois plus de ressources. On peut se tromper, repartir dans tous les sens. La série, il faut que ça marche vite du premier coup. Voire on a ce qu'on appelle des retakes. 1, 2, fini. Ouais, on est en ligne. Donc c'est totalement différent. Okay. Ah oui, la série, elle demande une exigence et technique. Et aussi artistique en écriture, les gens ne se rendent pas compte, mais un scénario de long métrage, vous pouvez mettre des fois 2 ans, 3 ans à l'écrire, tout le monde s'en fout en fait, parce que tant que c'est pas écrit, on ne produit pas. Nous, quand on se retrouve lundi,
Si jeudi soir, il n'y a pas d'épisode, c'est très grave. Oui, bah oui. Ça veut dire que derrière, toute la chaîne de fabrication s'arrête. Et elle t'attend en fait. Elle Exactement. attend, Donc ça demande d'être très très performant. Il faut des scénaristes d'un talent incroyable parce que vous pouvez pas une semaine dire bah j'ai pas d'idée ou j'ai pas envie. Non, faut y aller. Il faut que ce soit justement du grand art quoi. Tout de suite. La grosse différence vraiment, c'est que le long métrage, on a le luxe de se tromper. C'est un luxe. Et là, il n'y a pas le choix. Là, il y a une chaîne de production finalement. Il faut trouver une solution dans un planning. Et c'est pour ça aussi qu'on prépare les séries en amont. Quand on appelle faire les arches, en fait, c'est préparer, réfléchir à ce qu'on va faire. Ouais. Là, on a un peu de temps. Et ensuite, on a vraiment plein d'idées qui tombent petit à petit, qu'on tient à jour. Enfin, voilà, il y a quand même une réflexion au long cours. Mais quand on se retrouve une semaine pour un atelier, on se met d'accord, on se dit, et puis ça, faut foncer, quoi. Là, on n'a pas le choix, il faut trouver des idées. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on se dit, c'est 3 jours intenses, mais quand on sort, on est toujours content. On se dit, purée, cette histoire est géniale. Et donc c'est cool quand les gens nous disent ouais c'est vrai elle était géniale. Parce qu'au début ça pourrait juste être nous qui nous disons ah c'est génial mais en fait on n'est pas lucide. Ouais. Ce qui est bien c'est que quand vous êtes 2 ans plus tard et qu'on vous dit non si c'était bien. Et ça c'est cool. Tu penses que le fait de bosser comme ça avec des scénaristes qui sont là depuis un petit moment etc. ça participe finalement à la qualité et au succès de la série contrairement à d'autres qui bosseraient plus dans le modèle de la saison 1 tout le temps avec des essais etc. Ça joue quand même d'avoir des gens qui sont là, qui s'approprient le sujet finalement. Ah oui, non mais le casting est important dans Miraculous. Même si ça a changé, il y a une équipe d'auteurs qui a été là entre la saison 2 et la saison 5. Là la saison 6, on a une nouvelle équipe qui se renouvelle, sauf Thomas et moi. Mais vous êtes les garants d'un côté comme de l'autre. Ouais, comme dit Nat, on doit être les gardiens des Miraculous. Voilà, c'est ça. Mais c'est important effectivement, et puis chacun amène quelque chose de nouveau dans la série. Et vient la nourrir en fait de son expérience, de sa vie, de sa sensibilité. Et puis ça nous motive aussi à continuer et à être heureux de continuer à faire ça quoi. Ok. Bon pour conclure un peu parce qu'on a toujours dans ce bruit du concert qui nous accompagne. Ici sur Japan Tour Festival, c'est quoi? Vous venez ici faire quelques petites conférences, rencontrer les gens. Si vous avez déjà rencontré, c'est quoi un peu les questions qu'on vous a posées? Voilà, on est curieux sur votre participation à ce Japan Tour Festival. Il y a des questions sur toi là, comment tu es arrivé ici, sur comment tu travailles, et puis il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il y a la quête du spoil. Hein, ouais. Ah ouais, les gens ils veulent tout savoir, c'est ça? Ouais, surtout que la saison 6, elle a un secret au sein même de l'écriture. Et donc évidemment tout le monde aimerait savoir quel est le secret et quel est le tour de magie mais on va pas le donner. Bah bien sûr. Voilà. Sinon c'est pas drôle. Ne spoilons pas. Voilà. Mais c'est pour que ce soit encore plus appréciable quand les gens vont le découvrir. Et la seule chose qu'on sait, c'est que comme les gens qui travaillent avec nous ne le connaissaient pas non plus, quand ils l'ont lu, puisqu'on l'a déjà écrit, la révélation de ce tour de magie, on s'est rendu compte que ça marchait. Donc on est content, on a hâte que vous découvriez ça, mais c'est plus ça, voilà, c'est ça. Et puis les gens nous demandent aussi beaucoup. On sent qu'il y a un vrai intérêt sur l'ordre de diffusion. Sauf que sur Miraculous, en réalité, depuis la saison 6, on a décidé de ne plus avoir d'ordre de diffusion. D'accord. Mais effectivement, il y a des numéros de production et les gens pensent vraiment qu'il faut regarder absolument dans l'ordre. Et en réalité, à part le dernier épisode de la saison, qui doit être regardé en dernière position. C'est le seul épisode où il y a vraiment un gros changement, mais tout le reste, on peut le regarder au fil de n'importe quel sens, c'est pas grave. C'est comme un puzzle, ce que j'explique aux gens, c'est un puzzle. Et il faut mettre la dernière pièce à la fin. Voilà. Et la dernière pièce, elle arrive à la fin. Ok, très clair. Vous avez entendu tous les fans. Le message est passé. Et merci beaucoup, merci à vous. Sébastien. Merci d'avoir supporté cette interview. On maîtrise pas tous les éléments, malheureusement. On est dans un salon, voilà, ça c'est bien passé. On vous souhaite une très bonne fin de convention. Nous aussi, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain. Merci, au revoir. Merci.